C'est un extrait, bien sûr, on n'est pas 2 jours ici, ça va être seulement 45 minutes. Et vous avez des écrans. Et sur les écrans, vous allez voir la représentation, c'est-à-dire ce que normalement vous pourrez voir dans l'église quand ils chantent. Il y a des extraits, vous allez voir des extraits aussi de la représentation théâtrale qui vont s'accompagner avec la musique. Et là, je vous laisse en très bonne compagnie musicale pour qu'il vous explique un petit peu mieux de quoi il s'agit ce coup-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. C'est pour moi un honneur de présenter ce concert qui n'a pas besoin de présentation d'ailleurs. En fait, tout était fait pour que mon travail et la fête d'Elche, le Mysteri d'Elche, puissent se retrouver. D'une part, quand j'étais assez jeune, j'ai eu la chance, il y avait un grand producteur France Musique qui m'a fait connaître Elche. C'est-à-dire qu'il a passé un enregistrement des années 70 et il avait quelques copies d'une transcription qui venait d'un musicologue, le vieux musicologue Pederel, un musicologue très important en Espagne. Et donc j'ai entendu ça et j'étais fasciné parce que j'étais toujours aussi passionné par le rapport entre les musiques écrites et les musiques populaires. C'est-à-dire ce qui est fascinant à Elche, c'est qu'on peut entendre une musique qui est notée très fidèlement en 1709. On a toute la musique notée absolument précisément, une très bonne musique. Toute la qualité de la musique est excellente et elle est extrêmement bien choisie. C'est-à-dire que chaque partie musicale correspond merveilleusement à l'aspect scénique, c'est-à-dire à la qualité. Donc j'ai eu cette chance-là de le connaître, et puis déjà avec ma femme et un mari et puis un autre collègue, on avait déjà enregistré au début des années 80 quelques pièces à 3 voix. Donc j'étais déjà très pris par ce manuscrit d'Elche. Et puis une de mes collègues et amis néanmoins, Brigitte Blaine, qui est ici, a fait un mémoire sur ce Mysteri d'Elche. Et du coup, on en parlait jusqu'au moment où il a fallu quand même l'enregistrer. Donc en fait, ce qui est passionnant, c'est que pour un musicien, il y a de nombreux documents qui permettent de connaître très bien la tradition écrite, mais aussi la tradition orale. Et donc, la façon dont cette tradition écrite se transmet de génération en génération avec ses évolutions, et ces évolutions qui ne font jamais perdre la ferveur et la force de la fête elle-même. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, on a cette consueta, donc un livre de musique où toute la musique est notée en 1709, et on a des transcriptions. La musique n'est pas très difficile à lire, elle est d'excellente qualité, donc normalement pour un musicien ça ne pose pas de problème. Et puis on a la chance d'avoir des enregistrements que j'ai pu entendre, qui ont été faits dans les années 70, et puis d'autres dans les 90, et maintenant j'ai eu l'immense joie de l'entendre telle qu'elle est chantée, parce que je ne savais pas évidemment, mais j'ai vu sur YouTube la festa, donc la deuxième journée du 15 août, et là, j'étais vraiment très impressionné. Donc, mon ensemble était toujours passionné par les musiques espagnoles. Pour moi, la musique de la Renaissance espagnole, c'est la musique de la Renaissance la plus intéressante. Et le premier disque qu'on a fait en effet 70 disques, mais le premier disque qu'on a fait était sur une messe qui s'appelle Missa Nunca Fue Pena Mayor, une messe de Peñalosa écrite autour de 1500. Et qui m'avait toujours absolument fasciné. J'ai tellement aimé que je l'ai enregistré une deuxième fois. On avait donc cet amour avec mon ensemble de la musique polyphonique de la Renaissance jusqu'aux polyphonies de Victoria qui ont couru même jusqu'au début du XVIIe siècle. Et puis on était aussi, l'ensemble Gilles Binchois, donc notre ensemble, on était aussi passionné par le théâtre musical médiéval. Et le théâtre qui était fait, ce qu'on appelle les drames liturgiques,
des pièces médiévales qui étaient chantées dans l'église. On a fait le jeu d'Hérode et le drame des Maries. Et donc, on était aussi intéressé par cette mise en scène de la musique liturgique. Alors, en fait, l'intérêt de ces musiques du XVIe siècle, c'est qu'elles peuvent être réinterprétées selon les esthétiques qui évoluent évidemment au fur et à mesure des âges, sans perdre leur force. C'est-à-dire qu'évidemment, au fur et à mesure, les musiciens d'Elche, les chanteurs d'Elche, ils ont été imprégnés par tout ce qu'ils entendaient, et petit à petit, ils ont transformé. Et dans cette transformation, ils restaient fidèles à cette ferveur. Et c'est ça qui est étonnant. Donc, il y a des emprunts qu'ils ont faits aux musiques traditionnelles, qu'on pouvait entendre, qu'on entend en Espagne, mais aussi au style, par exemple au style vocal qu'on peut entendre au début au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au début du XXe siècle. On ne chante évidemment pas de la même façon. Et les chanteurs d'Elche sont imprégnés de ça et restituent avec leur propre vérité le drame d'Elche. Ça, c'est vraiment très très passionnant. Alors, petit à petit, les chanteurs intègrent certains aspects esthétiques, ils en gardent certains, ils en rejettent certains d'autres. Alors moi, j'étais très heureux en écoutant, en voyant sur YouTube, je recommande de regarder aussi, les images, je pense, sont un peu les mêmes que ce soir. Vous verrez que même aujourd'hui, ils se sont inspirés, par exemple, du travail de reconstruction des musiques anciennes qui sont faites en Europe depuis 1970, depuis les années 70, qui essayent de retrouver la façon originale, la façon véridique, disons, historiquement inspirée, historiquement informée. Voilà, c'est moi qui suis plus informé. Et j'étais très très heureux de voir que les chanteurs ce soir, ils ont entendu aussi ces restitutions. Et donc, ils intègrent tous ces éléments pour redonner la vérité à ce drame d'Elche.